pense que je peux commencer là. Parfait. Alors, je démarre. Direct. Voilà. Bien. Bonjour à tous. J'espère que tous ceux qui souhaitent assister à la séance peuvent me voir et m'entendre. Je vois Thierry. Coucou Thierry. Demandé de participer, donc il est en tout cas là. Et peut-être aussi d'autres participants. On va encore attendre 2-3 minutes. Alors, pour permettre aux autres invités de éventuellement se connecter. Thierry, tu nous entends bien? Ben, nous, on t'entend pas parce que tu as coupé ton micro, mais... C'est parfait, c'est comme si j'étais à côté de vous. Ouais. Oh. Ça va, Dimitri? Quel bonheur. Ça va, toi? Ça va bien. Et toi, Raphaël? Ça se passe très bien, merci. Ça se passe bien? Bien, alors on va se lancer tout doucement. Bien écoutez, en tout cas, bonjour à toutes et tous. Merci à notre orateur et à notre discutant d'avoir accepté de se prêter à une nouvelle séance du séminaire. Pardon? Ah, peut-être qu'il faut... On va tirer, couper ton micro. À nouvelle séance du séminaire consacrée à la distinction entre droit privé et droit public, privé et public, puisqu'on va plus large que la question purement juridique. Et aujourd'hui, bien, on revient à une question quand même qui devrait intéresser tous les juristes, qui est celle de l'offre de biens et de services entre service public et autonomie de la volonté. Et pour nous présenter ce beau sujet, nous accueillons Dimitri Ernaud, qui est juriste d'entreprise à la Société régionale d'investissement de Bruxelles depuis le 1er février 2014, sauf erreur, mais aussi maître de conférence à la faculté de droit de l'ULB, où il donne le cours de droit public économique. Alors, Dimitri Ernaud, il a beaucoup de publications en droit public et plus spécialement en droit public économique. Je vais vous éviter de les citer toutes, car elles sont très nombreuses. Peut-être juste deux ouvrages. Un qui, je crois, est sa thèse de doctorat qui a été publiée en 2013 sur l'État et la propriété, le droit public économique par son histoire, avec une période couverte de 1830 à 2012, ce qui est assez évidemment ambitieux, même si on veut savoir ce qui s'est passé les 8 dernières années, mais tu nous en parleras peut-être dans ton exposé. Et un manuel en cours de rédaction consacré à la question du politique, de l'économique et de leurs droits, au principe de droit public économique. Et donc, à mon avis, là, on a vraiment un expert sur le sujet. Ensuite, pour avoir quand même donné la parole aussi aux privatistes, puisque, vu le thème, il faut quand même pouvoir entendre les deux sons de cloche, Raphaël Jaffer-Ali va répondre ou répliquer à l'exposé de Dimitri. Raphaël, pour ceux qui ne le connaissent pas, est avocat et professeur et titulaire de la chaire de droit des obligations, également à l'ULB. Il est l'auteur de très nombreuses publications en droit des contrats, en droit de la responsabilité, en droit international privé, et l'auteur d'une thèse de doctorat excellente, car celle-là, je l'ai lue, en tout cas en partie, sur la rétroactivité en droit des contrats. Il est aussi membre de comité de rédaction de plusieurs grandes revues. Et je veux aussi vous épargner la lecture de tous les titres qu'il a déjà obtenus, et tous les prix plutôt qu'il a déjà obtenus, parce que sinon on sera encore là demain. Voilà, merci beaucoup donc à tous les deux de vous être prêtés au jeu. Je donne tout de suite la parole à Dimitri qui a 40-45 minutes. Ensuite, on entendra Raphaël et puis nous aurons un petit temps pour les questions ou pour les interventions. Ceux qui le souhaitent et qui souhaitent intervenir par la suite peuvent toujours m'adresser une petite demande et je pourrai les inviter pour qu'on puisse les entendre. Voilà, merci d'avance à vous deux. Merci Jérémy, merci Raphaël, merci pour l'invitation évidemment et désolé pour les problèmes techniques qui pourraient survenir, ne revenons pas là-dessus. Ça fait quelques années que je travaille sur le thème du service public à la fois de manière vraiment académique, mais aussi parce que je baigne un peu dedans à un titre ou l'autre depuis le début de ma carrière professionnelle. Et donc, mis à part le parcours que j'ai pu avoir en la matière, je suis amené pour le moment à me poser quelques questions générales de recherche
qui immanquablement me ramène au thème du service public. Mais comme j'ai la particularité de travailler dans une entreprise publique qui est active sur le marché du financement des entreprises, qui dit marché dit aussi forcément offre de biens et de services dans un contexte économique donné, d'où mon intérêt pour la notion d'offre, et aussi parce que depuis quelques années, depuis 2011 pour être précis, le Conseil d'État, dans certains arrêts, commence à utiliser la notion d'offre pour esquisser une définition générale de ce que pourrait être le service public. Et donc, j'ai été amené à me demander, mais tiens, on a offre quelque part à un bout du droit privé qui est le droit général des obligations, évidemment, tout ce qui peut naître par contrat, par le jeu de l'autonomie de la volonté sur un marché quelconque. On a un offreur, une entreprise, mais pas nécessairement. L'offreur peut être un organisme public aussi. On a un demandeur qui sera le consommateur, l'usager en bout de course. Et puis, parmi les questions actuelles de recherche sur lesquelles j'étais amené à me pencher récemment, il y a notamment le casse-tête de la taxation ou non du domaine public. Et à cette occasion-là, c'est un article qui va paraître incessamment dans la revue critique de jurisprudence belge. À cette occasion-là, je me suis un peu plongé dans les travaux préparatoires du nouveau livre 3 du Code civil qui rentrera en vigueur le 1er septembre 2021. Donc, c'est le nouveau droit, il arrive. Et à plusieurs reprises, les auteurs de ce nouveau livre se sont absolument refusés à définir ce qu'était le service public. Or, essayer de parler de biens publics, comme ils le font, de domaine public sans un tant soit peu essayer de cerner ce qu'est le service public, est quelque chose qui rend le débat un peu complexe. Et même si par pratique et à l'université je donne un cours de droit public économique, je ne suis pas vraiment un des grands tenants de la distinction générale entre droit public et droit privé, et c'est pour ça que j'ai commencé à me poser la question de savoir si oui ou non il y avait quand même pas des frontières poreuses entre ce que le droit public peut dire du service public d'un côté et ce que le droit privé, le droit civil en particulier, peut dire à ce sujet de son côté. Et puis d'autres sujets sur lesquels je suis en train de travailler, il y a d'une part la continuité de la sécurité de l'approvisionnement énergétique du pays. Nous savons que nous sommes en train de sortir de l'énergie nucléaire dans des conditions juridiques et économiques relativement chaotiques, pour rester poli. Mais malgré tout, voilà, la continuité de la sécurité de l'approvisionnement, c'est essentiel. Est-ce que c'est intégralement des régimes de services publics qui vont s'y appliquer, sachant malgré tout que quand nous sommes les uns et les autres en relation avec un fournisseur d'électricité, a priori, ce fournisseur d'électricité, c'est un acteur de marché et qui, lui, va plutôt avoir tendance à vouloir nous appliquer le droit des contrats. Et donc, toute la question de la complexité de l'approvisionnement énergétique nous mène aussi à nous demander ce qui est de service public, ce qui est de droit privé de l'autre côté, de la relation contractuelle. Et alors, forcément, comme nous sommes tous confrontés à cette triste crise de Covid, quand on lit tous les arrêtés du ministre, aujourd'hui de la ministre de l'Intérieur, qui ont été adoptés depuis la mi-mars pour organiser le confinement, et pour ce qui nous concerne aujourd'hui plus particulièrement, le confinement de l'activité économique, force est de constater qu'il y a des activités qui doivent continuer en tout état de cause. Et dans ces activités, il y a des biens, des services qui doivent continuer à être fournis quoi qu'il arrive. Et au départ, ça a été défini en lien avec l'obligation ou non de télétravailler. À chaque fois, quand on regarde toutes les annexes aux arrêtés ministériels depuis 9 mois maintenant, il y a à chaque fois une annexe qui nous dit qu'il y a une liste de services publics essentiels dans lesquels, a priori, on ne devrait pas télétravailler, ou en tout cas qui doivent continuer à être prestés, et puis qu'il y a toute une série dans des entreprises, ça dépend de la commission paritaire à laquelle l'entreprise est rattachée, il y a toute une série d'activités qui doivent continuer aussi à pouvoir être fournies sans recourir à l'obligation de télétravailler. Dimitri, je t'interromps 2 minutes. On ne voit pas tes slides pour l'instant. Est-ce que tu as partagé ton... Je ne les ai pas repartagés pour éviter, mais je peux essayer de le refaire. Oui. Ça va là?
Moi, je les ai à mon écran, en tout cas. Oui. Voilà, je pense que ça, c'est bon. C'est bon? OK, hop. Donc voilà, je suis au slide 3. Et donc voilà, je vous disais, mis à part le problème récurrent de la sécurité de l'approvisionnement énergétique, se pose aussi aujourd'hui la question de savoir ce qui est une activité essentielle, qu'elle soit de service public ou une activité économique quelconque, prestée par une entreprise quelconque, qui doit en tout état de cause continuer à fonctionner. Et tout cela est venu se calquer sur un sujet d'interrogation permanent qui est savoir vraiment ce qu'est le service public. Or, quand je regarde beaucoup de doctrines et j'ai vu que Pierre-Olivier Debrou essayait en particulier de nous rejoindre, pourvu qu'il soit en ligne, vu que c'est généralement une des personnes avec lesquelles je réfléchis beaucoup à ce sujet. Le service public, parfois, on a des indices de son identification dans la jurisprudence, mais on en a rarement une définition claire et univoque. Et c'est pour ça que de fil en aiguille, j'ai été amené à m'intéresser plutôt à ce qui est toute offre de biens et de services qui revêt les atours d'une obligation positive de prestation quelconque. C'est pour ça que la proposition de travail que je vous soumets, c'est un peu un schéma de gradation qui va dans les deux sens, où on part de l'encadrement juridique le plus contraint sur une offre de biens et de services quelconque, ce qui pour moi est le régime qu'on connaît sous le doux nom de service public organique, et qui va jusque à l'autonomie de la volonté, à la liberté contractuelle la plus totale. Vous voyez, nous sommes au slide 4, si je ne m'abuse, donc une gradation un peu en 7 degrés, 7 stades, qui ne sont pas ceux du Christ au Golgotha, mais qui néanmoins vont du plus contraignant au moins contraignant. Et donc, un publiciste comme moi aura, même, encore une fois, si je ne suis pas vraiment convaincu par la grande distinction entre droit public et droit privé, enfin, mettons, un publiciste comme moi partira du degré 1, du service public organique, je suppose qu'un privatiste inversera l'échelle en partant plutôt, lui, du principe de l'autonomie de la volonté. Donc, quand je vous présenterai ces 7 degrés, ne vous en faites pas. En ce qui me concerne, ils peuvent se lire dans un sens ou dans l'autre. Mais donc, très brièvement, avant de rentrer un peu plus dans le détail, le premier degré serait le service public organique. Le deuxième degré serait le service public fonctionnel. Le troisième degré, ce serait l'obligation de service public, parce que malheureusement, le droit européen est venu mettre son grain de sel dans ce qui peut avoir trait au service public et ne le fait pas toujours avec des terminologies et des concepts qui correspondent à ce que nous avons l'habitude de maîtriser. Et puis, nous devons constater qu'il y a, là je suis au 4e degré, une certaine réglementation de l'activité économique, de l'activité d'offre de biens et de services, qui passe par ce qu'on appelle traditionnellement les polices administratives, c'est-à-dire par des actes posés à un moment ou l'autre, même parfois peu ou parfois beaucoup, mais par une autorité administrative quelconque. L'exemple typique, c'est par exemple quand il faut une autorisation de mise sur le marché pour un produit, autorisation de mise sur le marché qui doit être délivrée par une autorité administrative, ou quand une autorité administrative quelconque est indispensable pour, selon la réglementation en vigueur, pour faire en sorte qu'une entreprise ne puisse opérer sur un marché que si elle est titulaire, par exemple, de telle licence, de telle autorisation. Puis nous avons de plus en plus des législations spécifiques au droit des contrats qui n'impliquent pas en tant que telle l'intervention d'administration, mais qui néanmoins montrent qu'il y a des réglementations par voie législative de certaines manifestations de l'offre de biens et de services. Puis nous avons tout ce qui sont les principes généraux du droit, et en particulier du droit des contrats, qui peuvent s'appliquer à une relation contractuelle quelconque. Avec cette particularité, nous sommes un peu dans un entre-deux pour le moment. Raphaël vous en entretiendra certainement encore beaucoup mieux que moi, vu qu'il a beaucoup travaillé à cette réforme. Pour le moment, est déposée sur la table de la Chambre une autre proposition de loi qui reprend un vieux projet gouvernemental, une proposition de loi qui vise à remplacer le livre 5 du Code civil sur les contrats,
et qui modernise beaucoup de choses, qui est beaucoup plus explicite heureusement qu'auparavant sur les droits des contrats, mais qui va aussi internaliser dans la loi ce qui était jusqu'à présent surtout formulé sous la forme de principes généraux du droit applicable plus particulièrement au droit des contrats. Et puis donc, dernier stade, peut-être encore une fois pour les privatistes d'abord le stade préférentiel, qui est celui du jeu pur et simple de l'autonomie de la volonté, de la liberté contractuelle. Alors, j'essaye de passer à la diapositive suivante. Donc, ce qui est en vert, je ne vous en parle pas pour ne pas perdre de temps. Alors, évidemment, pour essayer de vous proposer cette gradation, il faut que je vous propose moi-même ce que j'entends malgré tout par le service public, sachant qu'il n'y a toujours pas d'accord depuis au moins 2 siècles sur la question. Vous proposerez certains éléments classiques sur lesquels j'ai travaillé notamment avec David Deroy il y a 3-4 ans, mais en prenant appui sur des bribes éparpillées de jurisprudence récente du Conseil d'État qui ne font pas ensemble, enfin qui ne font pas séparément une théorie générale, mais qui mis ensemble peuvent avoir un intérêt relativement important, en sachant que, et c'est un des nombreux biais analytiques auxquels je pense que nous sommes confrontés, en particulier en Belgique, c'est que la notion de service public est tellement connotée par ce qui peut exister en droit français que ça peut très souvent biaiser l'analyse, surtout en sachant que de toute façon, en droit français, même s'il y a toute une série d'arrêts mythologiques du Conseil d'État depuis 1873, enfin du Conseil d'État et du Tribunal des conflits, une juridiction qui tranche les conflits d'attribution entre les juridictions judiciaires et le Conseil d'État qui n'existe pas en Belgique, où c'est la Cour de cassation qui le fait. Le droit français vit un peu avec cette mythologie des grands arrêts et qui, pour moi, biaise aussi les analyses et qui, de toute façon, n'est pas intégralement transposable en Belgique. Donc, pour ne pas reprendre intégralement tous les éléments constitutifs de ce qu'est ou n'est pas le service public, je vais me permettre de travailler aujourd'hui avec vous en insistant en particulier sur 3 éléments. Premièrement, qu'il n'y a rien à faire, mais il y a toujours, même si on définit de plus en plus le service public par le fait qu'il se rapporte à une activité quelconque qui est organisée à un moment donné avec un certain régime juridique par l'autorité politique compétente. Un arrêt du Conseil d'État de 2010, l'arrêt Goka, insiste bien sur le fait qu'il y a responsabilité finale de l'autorité qui impose un régime de service public à un opérateur quelconque, même si c'est un opérateur privé. La puissance publique qui délègue même l'exercice d'un service public doit malgré tout toujours avoir une espèce de pouvoir de dernier mot à son endroit, un pouvoir ultime de contrôle. C'est ça un des premiers facteurs d'importance qui distinguerait un régime juridique de service public du jeu normal de l'autonomie, de la volonté, de la liberté contractuelle. Avec cette cause matérielle sur laquelle, pour moi, on n'insiste pas assez du tout, c'est de définir donc, le service public par sa cause. C'est-à-dire que la puissance publique compétente veille à l'existence de l'offre d'une activité quelconque. Donc, il ne s'agit pas simplement de réglementer une activité quelle qu'elle soit économique ou autre, peu importe ici. Il s'agit vraiment d'imposer quelque chose et en particulier une obligation positive de prestation. Il ne s'agit pas simplement de demander à un acteur quelconque sur un marché ou ailleurs, ça peut être aussi dans le domaine des activités sociales, il ne s'agit pas simplement de demander à un acteur de s'abstenir de violer une obligation légale, législative ou même contractuelle, peu importe, il s'agit de lui imposer la prestation d'une obligation positive, de quelque chose de positif. Et cela découle donc en particulier pour moi de 2 arrêts qui sont relativement isolés, mais qui demeurent malgré tout très parlants. Donc ce premier arrêt de 2010 du Conseil d'État, et surtout l'arrêt Van Laar de 2011, qui a cette particularité d'avoir été rendu
dans un contentieux tout à fait particulier. C'est un contentieux d'aménagement du territoire selon le droit wallon, où se posait à un moment donné la question de savoir dans quelle mesure pouvait être imposée au regard du droit de l'urbanisme l'installation d'éoliennes ou pas. Et de fil en aiguille, c'est d'abord le président de la 13e chambre, tout seul, dans une affaire en référé, qui a été amené à dire que est de service public l'activité dont l'accomplissement est, aux yeux du législateur, donc vraiment l'Assemblée délibérante, c'est valable aussi à l'échelon communal pour le Conseil communal, dont l'accomplissement est indispensable à la réalisation du bien commun et surtout ce qui est essentiel pour moi, et dont il décide en conséquence de veiller à l'existence de l'offre. Nous ne sommes donc plus là au stade de la seule autonomie de la volonté, du seul jeu de la liberté contractuelle. Nous avons à faire la mise en œuvre d'une obligation où le pouvoir public compétent estime que c'est tellement indispensable à rencontrer comme bien commun, comme tâche d'intérêt général, qu'il veille à l'existence de l'offre. Et ce simple morceau de phrase, veiller à l'existence de l'offre, qui a été répété dans une petite dizaine d'arrêts, mais toujours en droit wallon de l'urbanisme, ça n'a pas été généralisé à d'autres contentieux, me semble malgré tout être très parlant, parce que pour une fois, il me semble que cela permet de définir le service public non pas par toute une série de faisceaux d'indices sur lesquels on est tous plus ou moins d'accord les uns et les autres et qui sont toujours sujets à débat. Ici, il s'agit vraiment de définir le régime de service public par sa cause intrinsèque, c'est quand l'autorité publique compétente décide de veiller à l'existence de l'offre d'une prestation, d'une activité quelconque. Je vous l'ai dit, je ne vais pas revenir là-dessus parce que le temps tourne évidemment. Il faut prendre garde à toute une série de biais cognitifs, en particulier le droit français, et également le droit européen qui, lui, arrase considérablement, en particulier dans la gestion publique, les différences entre ce qui est droit public et ce qui est droit privé. Et c'est vrai en droit de la concurrence et du marché intérieur, mais aussi par expérience professionnelle et pour avoir un peu travaillé en recherche sur le sujet, aussi en matière de finances publiques. En matière de droit de la concurrence, nous savons qu'il est indispensable pour savoir si celui-ci s'applique, de regarder si nous avons affaire à une activité dite économique ou bien à une activité non économique. Si l'activité n'est pas économique, le droit de la concurrence ne s'applique pas. Là-dessus, nous avons une autre couche conceptuelle avec laquelle il faut travailler, en particulier dans le domaine des entreprises publiques, c'est le concept de marchand et de non-marchand. Une activité marchande menée par une entreprise publique ou par une autorité publique quelconque ne rentrera pas dans le calcul de la dette publique, alors qu'une activité qualifiée comme non marchande, elle rentrera dans le calcul de la dette publique. Là aussi, vu la crise que nous sommes en train de traverser et sachant que la dette publique belge, c'est valable pour les autres pays membres de l'Union européenne, est en train de sauter d'un coup sec de 100 à 120% du produit intérieur brut, on mesure bien aussi les conséquences que cela peut avoir. Et puis nous avons en droit européen toutes ces notions de service d'intérêt général, service d'intérêt économique général, service social d'intérêt général, tout cela se recoupe avec des définitions qui ne recueillent pas toujours l'intégralité des adhésions, c'est le moins qu'on puisse dire. Et notre autre grand souci, c'est qu'évidemment, en droit belge, comme il n'y a rien à faire, mais que le droit administratif est aussi un droit fait de beaucoup de principes généraux, dans lequel le juge a un rôle très important, vu que le législateur n'est pas toujours démonstratif dans ses explications. Nous avons affaire à l'enchevêtrement de toutes les notions de service public, d'entreprise publique, d'entreprise à participation publique, de secteur public, d'organismes d'intérêt public, de personnes morales de droit public, etc. Et cerise sur le gâteau, alors que c'est ça qui définit la compétence du Conseil d'État, il y a quand même aussi encore beaucoup à dire sur la notion d'autorité administrative, où c'est la Cour de cassation qui a la toute-puissance de qualification, mais qui parfois estime qu'il peut y avoir autorité administrative en cas de prestation de mission d'intérêt général. C'est gentil, par une personne privée. Mais pour moi, ainsi que pour la jurisprudence du Conseil d'État,
remplir une mission d'intérêt général, ça peut se faire par l'usage d'une multiplicité d'instruments juridiques, et donc à la fois par le régime de service public, ça c'est clair et net, mais aussi par l'usage à l'autre bout du spectre de toutes les techniques contractuelles possibles et imaginables, dans le respect évidemment de la législation en cause. Donc pour essayer d'aller très vite, pour revenir un instant sur cette gradation en 7 stations, je vous l'ai indiqué tantôt en bon publiciste, entre guillemets, je vais repartir du stade le plus contraignant à mon estime en droit public, mais sachant que cette échelle peut se lire dans les deux sens. Premier stade, c'est l'offre de biens et de services en elle-même est rendue obligatoire par l'existence d'un régime de service public organique. Pour moi, il ne fait guère de doute que relève de toute façon du service public organique en principe. Passons sur l'une ou l'autre petite exception tout à fait marginale, mais tout ce qui est de l'ordre des pouvoirs constitutionnels, de nos pouvoirs traditionnels, le législatif, le judiciaire, le juridictionnel de manière plus générale, et forcément encore plus le pouvoir exécutif. Tout ça, en ce qui me concerne, fait partie des régimes de services publics organiques. Par exemple, la Cour constitutionnelle a souvent utilisé le terme des services publics pour parler du fonctionnement de la justice, pour ne prendre que cette illustration-là. Au jour le jour, la définition de ces services publics est de la compétence du législateur compétent. Nous sommes dans un système fédéral, donc selon le cas, ce sera le législateur fédéral ou le législateur régional ou de communauté. Mais la Constitution nous indique aussi, mais là ce sont des pouvoirs qui sont dotés de compétences uniquement de type réglementaire, pas de type législatif, notamment les communes et les provinces, a priori, sont aussi pour moi l'archétype du service public organique. Et certains ont été créés par voie législative, en rapport généralement aussi avec des pouvoirs locaux, pensons aux CPS ou aux zones de police. Et puis alors, nous avons tout le monde merveilleux de ce qu'on appelle la décentralisation par service, le para-étatisme, ce sur quoi l'Université Saint-Louis avait fait il y a 10 ans un magnifique colloque, là où j'avais commencé à connaître d'ailleurs certains d'entre vous. C'est tout le monde de la création de personnalités juridiques à part, des entreprises publiques, des organismes publics, etc., qui, selon le cas, relèvent bien d'un régime de service public organique, mais qui parfois commencent aussi à relever d'autres régimes juridiques, mais nous aurons certainement l'occasion d'y revenir. Et puis alors, nous passons au deuxième stade, où une offre est rendue obligatoire, et en particulier sur base de cette définition du Conseil d'État depuis 2011, où la puissance publique veille à la prestation d'une obligation positive, non pas nécessairement en la prestant elle-même, mais en imposant à l'un ou l'autre acteur ou à une catégorie d'acteurs, en ce compris des acteurs privés, de pourvoir à cette prestation, ce qui pour moi relève de l'étiquette de ce que l'on appelle le service public fonctionnel cette fois-ci. Alors généralement, il s'agira d'une imposition faite à des personnes privées, gouvernées par des intérêts privés, mais en sachant que rien n'interdit, par exemple, qu'une entreprise publique, dans le respect évidemment de son objet social et de la législation en vigueur, mais qu'une entreprise publique se porte candidate à la prestation d'un service public fonctionnel. Le cas le plus intéressant que nous avons sous les yeux pour le moment, je pense que c'est Bipost, donc entreprise publique fédérale, qui a priori est acteur de marché et de moins en moins de services publics, sauf pour ce qui concerne le service universel postal. Bipost, suite à une longue saga, a dû se porter candidate concessionnaire de services publics pour la distribution des journaux, alors qu'au départ, c'est elle qui avait ça dans son objet social, dans son objet légal. Et puis, suite à une décision de la Commission européenne en matière d'aide d'État, ce marché de la concession de distribution de journaux a dû être mis en concurrence, et il se fait que Bipost, qui à l'époque était le seul candidat, parce que ça n'est pas d'une rentabilité extrême non plus, Bipost preste aujourd'hui la distribution de journaux dans vos boîtes, si vous en recevez, comme concessionnaire de services publics. Et donc là, avec une étiquette de service public fonctionnel. Mais la plupart du temps, donc,
la particularité du service public fonctionnel, c'est que c'est un régime de servitude volontaire. C'est des entreprises privées qui se portent spontanément candidates à la prestation d'un service qui doit être rendu. C'est pour ça qu'il y a tout un encadrement juridique qui existe et qui émane de la puissance publique compétente, mais où dans la concession de services publics forcément, mais je ne pense pas qu'on mette le revolver sur la tempe des candidats concessionnaires, qui la plupart du temps seront des personnes privées, et c'est aussi tous les mécanismes d'agréation que nous pouvons connaître en matière de logement social, ou bien dans le monde des mutuelles ou des caisses d'assurance sociale pour les indépendants, pour ne prendre que ces illustrations-là. Nous en avons des dizaines qui existent dans la législation. C'est un peu un acte de candidature volontaire qui est posé par toute une série d'acteurs privés dominés par des intérêts privés qui se posent en candidat, mais pour la prestation d'une activité quelconque dont le législateur compétent estime qu'elle doit être prestée. Donc là, on est déjà un peu plus dans, je ne dirais pas le libre jeu de l'autonomie de la volonté, parce que l'unilatéralité du régime reste très importante, mais où néanmoins il y a quand même un acte volontaire posé par le prestataire de service. Alors, j'essaye de passer au suivant. Il y a toute une série de différences fondamentales qui continuent à exister entre service public organique et service public fonctionnel. Les deux sont loin de se confondre de nos jours. Je ne peux pas vous les exposer tout de suite, parce que nous devons maintenant aborder le troisième stade, où là nous quittons, à mon estime, ce qui est le service public de papa, tel que nous le connaissons plus ou moins aisément, soit organique, soit fonctionnel. Nous rentrons là dans le domaine de l'obligation de service public. C'est une terminologie qui nous vient du droit européen, et en particulier du droit européen de la concurrence et du marché intérieur, où ici nous n'avons plus vraiment affaire à des prérogatives de puissance publique spécifiques. Il s'agit surtout d'un régime de contraintes, et pour aller au plus vite, il s'agit généralement de contraintes d'ordre tarifaire. Ici, nous avons surtout affaire à des activités qui sont offertes sur un marché quelconque, et donc qui, a priori, relèvent de la libre initiative des opérateurs qui décident de la prester, mais où néanmoins des éléments essentiels de l'offre sont fixés de manière obligatoire par le pouvoir public compétent, et donc cela se rencontre en particulier en matière de tarifs. Je vais prendre un exemple un peu à cheval, mais pour bien illustrer mon propos. Voilà, il se fait que mon entreprise publique, la SRIB, a été obligée par un arrêté de pouvoirs spéciaux du gouvernement bruxellois à la fin avril de cette année, de mettre en place tout un mécanisme de soutien, pas d'aide, j'insiste, de soutien à certaines entreprises du secteur HoReCa. Et donc, cette mission déléguée par l'autorité régionale, donc là c'est vraiment une mission de service public fonctionnel qui nous a été imposée par l'autorité régionale, encadre de manière claire et nette les taux d'intérêt que la SRIB peut pratiquer. Mais néanmoins, la SRIB garde sa liberté de contracter ou pas avec les entreprises qui la sollicitent après analyse financière. Et donc là aussi, c'est un de ces nombreux exemples à cheval qui nous montre la complexité de la matière. Mais si je prends cet arrêté du tribunal de première instance de l'Union européenne de 2008, là il s'agissait, et c'est très étonnant parce que c'est un arrêté qui pour moi est pour une fois d'une clarté conceptuelle rare en droit de la concurrence. Il ne s'agit pas du tout d'un cas de service universel tel qu'on peut essayer plus ou moins de le connaître en matière de téléphonie. Il s'agissait des conditions d'accès à une assurance hospitalisation complémentaire. Et en l'espèce, le tribunal de l'Union européenne a estimé qu'il y avait bel et bien obligation de service public parce que tous les acteurs présents sur ce marché de l'assurance irlandais, c'était en Irlande que ça se passait, se voyaient contraints de pratiquer certaines conditions tarifaires
même s'il restait libre d'offrir ou pas en tant qu'entreprise. Et il se retrouvait dans certains cas confronté à une obligation de contracter avec les personnes qui s'adressaient à eux. Donc, le régime d'obligation de service public, il a à la fois des points de contact avec le service public tel que nous pouvons le connaître en droit interne, mais il s'en distingue aussi de plusieurs manières, notamment par le fait qu'en tant que tel, je pense qu'il n'y a pas d'acte de dévolution par la puissance publique. Si je prends ce cas de l'offre d'assurance complémentaire sur le marché irlandais, il n'y avait pas d'acte d'agréation, il n'y avait pas de concession, et ainsi de suite, mais ça n'a pas empêché la jurisprudence européenne de considérer qu'il y avait quand même obligation de service public en l'espèce. Là aussi, je ne peux que passer sur les différences fondamentales qui continuent à exister entre le service public de droit belge et l'obligation de service public de droit européen, pour arriver au 4e degré, où là, l'offre n'est plus obligatoire, et il n'y a même plus de partie essentielle d'une offre comme un taux d'intérêt ou comme un tarif qui est imposé, mais où néanmoins, la législation en vigueur encadre quand même la manière d'offrir, de produire un bien, un service quelconque sur un marché ou ailleurs. Et en fait, ça, c'est tout le domaine des réglementations administratives, de ce qu'on appelle les polices administratives, dès lors que cela implique l'intervention d'une autorité de police. Et comme nous le montre la crise Covid, même la police administrative générale, d'habitude on assimile au pouvoir de police au quotidien des communes, même la police administrative générale, c'est ce qui a été en partie activé par les arrêtés du ministre de l'Intérieur depuis la mi-mars 2020 et qui ont mené à la suspension de la plus grande partie, et maintenant de pans entiers encore, de l'activité économique, de l'activité des entreprises, et donc de l'activité d'offrir un service quelconque sur un marché donné. Et ça, c'est pour la police administrative générale. Et puis, nous avons le monde merveilleux et sans fin, indéfini par sa portée et par ses manifestations. C'est tout le monde des polices administratives spéciales, donc tout ce qui concerne, quand cela peut exister, les licences administratives d'exportation, les autorisations administratives de mise sur le marché, etc., etc. Nous passons ensuite au 5e stade, au 5e degré, où là, il existe une législation, mais qui, en tant que telle, n'implique plus une intervention administrative quelconque. J'en ai, je pense, parlé parfois lors de mes pauses cigarettes avec Thierry Léonard, dans le cadre de certains dossiers. C'est ça aussi qui fait le quotidien à la fois du privatiste, de l'administrativiste, du publiciste. C'est tous ces domaines législatifs qui viennent maintenant mettre un frein selon certains, ou au contraire une modernisation bienvenue selon d'autres, à l'autonomie de la volonté, à la liberté contractuelle. C'est tout le domaine des contrats réglementés que vous connaissez bien les uns et les autres. C'est notamment tous les contrats qui ne peuvent être définitivement conclus que lorsqu'il y a imposition de toute une série de formalités ou d'obligations substantielles, d'obligations de fonds qui doivent être remplies, parce que de plus en plus, depuis l'après-Première Guerre mondiale, et ça ne fait que monter en puissance maintenant, est né le souci de protéger la partie faible dans le contrat. Et c'est vrai en droit du travail, dans le droit du bail, dans le droit de la consommation, des assurances, etc., etc. Mais phénomène plus récent auquel nous assistons également, c'est, je ne vais pas dire plus en plus, il n'y a pas non plus des centaines de cas, mais néanmoins, quand même, on frise la dizaine qui me paraît être qualitativement illustrative, des impositions organiques qui sont imposées par la législation. Cas classique, c'est désormais dans les sociétés qui sont cotées en bourse,
elles ne pourront opérer sur le marché que si elles montrent patte blanche, notamment en ayant dans leur conseil d'administration des administrateurs indépendants. Sinon, elles risquent fort de se voir infliger au moins un blâme par la FSMA, voire plus, si jamais elles ne se mettent pas en ordre là-dessus. Donc c'est vraiment une imposition sur la manière de fonctionner. Et si je prends un autre cas auquel j'ai été confronté récemment, il y a un arrêté royal qui, dans la foulée du nouveau code des sociétés et des associations, qui détermine de manière relativement poussée quel est l'objet social qu'une société coopérative, nouveau régime juridique, doit remplir pour pouvoir être agréée en tant que telle au regard de toute une série de législations fédérales. Et donc là, ça va jusqu'à rentrer dans l'objet même de certains types de sociétés. Donc, et là, c'est vraiment la qualité d'offreur en général, pas simplement telle ou telle modalité d'offre qui est sur la table. Alors, j'arrive tout doucement au bout en passant, en survolant très vite, et là, Raphaël me corrigera si je dis des âneries, parce qu'il a beaucoup travaillé sur ce projet de réforme. Nous rentrons au degré 6 et 7 dans ce qui est le quotidien de l'autonomie, de la volonté, de la liberté contractuelle en vue d'offrir un bien quelconque, un service quelconque. Ben, l'offre est théoriquement libre dans tous ses aspects, dans son existence même aussi, mais sous réserve malgré tout des principes généraux du droit civil. Alors certains ont été développés par la jurisprudence. Pensons évidemment en particulier à la prohibition de l'abus de droit. Ben, il se fait que l'abus de droit, si jamais cette réforme passe dans la législation, l'abus de droit pourrait être désormais définitivement consacré par le futur Code civil. Excusez-moi, je bois juste un petit coup. Voilà qui est fait. Mais ce que j'aime beaucoup dans la philosophie générale du futur livre 5 du Code civil, s'il a bien, c'est vraiment cette phrase où l'objectif du législateur est de réaliser un nouvel équilibre entre l'autonomie de la volonté des parties et le rôle du juge en tant que gardien des intérêts de la partie faible, donc sa préoccupation qui n'a cessé de monter en puissance, et de l'intérêt général. Et qui dit intérêt général peut dire parfois régime de service public qui n'est pas trop éloigné. Alors il va sans dire que les choses hors commerce doivent rester hors commerce, que un contrat qui porterait sur une prestation illicite ou qui a une cause illicite ne pourrait pas passer la rampe, que l'exécution de bonne foi continue, etc., etc. Néanmoins, il y a ce cas très intéressant que nous pouvons rencontrer en droit de la concurrence ou par le biais du droit général des contrats et du droit général de la concurrence. Un offreur, une entreprise quelconque, peut malgré tout se retrouver quand même en obligation de contracter parce qu'elle est en situation de monopole. Et l'affaire pour moi la plus parlante, vous me direz s'il y en a beaucoup d'autres qui sont sortis de terre, mais j'avoue que j'en ai pas trouvé beaucoup, mais celle-là est quand même très parlante, c'est en ce qui concerne l'attribution des noms de domaine, où c'est une ASBL DNS qui se retrouve vraiment en position de monopole dans le cadre de l'organisation plus générale à l'échelle mondiale de l'attribution des noms de domaine sous la responsabilité en particulier de l'ICANN, qui est de droit californien. Enfin, bref, nous sommes loin du régime de service public clairement identifiable. Et d'ailleurs, la Cour d'appel de Bruxelles, en l'occurrence, a dit que ça n'était pas une entreprise de service public DNS, ce qui n'a pas empêché de dire que, vu sa position monopolistique, celle-ci était en état d'offre permanent et ne pouvait pas refuser abusivement les demandes de contracter ou d'attribution de noms de domaine qui lui étaient attribués. Donc, c'est pour moi un autre point de contact qui n'est pas simplement théorique, je pense, entre les modalités de l'autonomie de la volonté et le régime de service public qui peuvent se dérouler. Et alors, pour terminer, le 7e stade, de mon point de vue, mais qui peut toujours être renversé, qui sera certainement le premier pour un privatiste, ben, c'est le stade de l'autonomie de la volonté pure et simple, l'offre libre entre protagonistes qui sont censément égaux, ce qui entraîne aussi la liberté de ne pas contracter
avec cette grande particularité tirée du droit public, ne vous en déplaise, messieurs les privatistes, qu'elle était d'ores et déjà, je ne vous apprends rien, en partie contenue dans la liberté du commerce et de l'industrie qui existe depuis 1791 dans notre ordre juridique et qui a été transmutée en 2013 en liberté d'entreprendre dans le Code de droit économique qui, à ma connaissance, est aussi toujours une norme législative et donc de droit public. Et donc, nous avons affaire à la proclamation de la liberté contractuelle, de l'autonomie de la volonté, dans le cadre du système juridique global, selon lequel tout ce qui n'est pas interdit est permis. Le Conseil d'État l'a rappelé notamment en 2015, et que malgré tout, le droit public n'est jamais loin. C'est lui qui proclame les libertés, c'est lui qui peut les encadrer, qui peut encadrer leur exercice. C'est tout ce que nous avons vu au cours des degrés précédents. C'est aussi le droit public, l'État, qui doit veiller évidemment à la protection de cette offre libre par son ordre juridictionnel, maintenant de plus en plus par l'existence d'autorités administratives indépendantes. L'État lui-même peut recourir sous réserve de sa compétence et du respect du principe de spécialité, mais l'État peut parfaitement recourir à la liberté contractuelle, à l'autonomie de la volonté pour remplir une tâche d'intérêt général quelconque et parfois même certains détails de tâches qui sont organisées sous service public obligatoire. Et donc, pour terminer cette présentation en espérant ne pas avoir trop débordé, c'est pour dire que les points de contact, de manière générale, entre le droit public et le droit privé, pour tout ce qui concerne ces offres de biens et de services, que ce soit d'un côté sous régime de service public ou d'un autre côté sous le régime de l'autonomie de la volonté, nous montrent que de toute façon, de plus en plus, il faut qu'il y ait égalité effective entre les parties à un contrat, que l'usager du service public doit être mis en position d'égalité. C'est aussi pour ça qu'existe le service public, c'est pour rétablir des déséquilibres, etc. Et que si on regarde bien, moi qui travaille beaucoup sur les questions de droit des finances publiques pour le moment, le produit intérieur brut, c'est l'aune de calcul de la dette publique, etc. Le produit intérieur brut, il n'est jamais que la résultante sur un territoire donné, qui est celui de la Belgique, de tout ce qui se passe comme transaction sur le territoire belge pendant un an. Et donc, toutes les transactions microéconomiques, elles sont gouvernées au jour le jour a priori par l'autonomie de la volonté, par la liberté contractuelle, mais n'en demeure pas moins que l'agrégation de ces centaines de millions de transactions quotidiennes sur une année, par le biais de l'autonomie de la volonté, c'est ça qui nous donne un ordre de grandeur macroéconomique et macro-juridique qui est fondamental aussi pour pouvoir mesurer l'action effective de l'État. Voilà, j'ai terminé. Je vais peut-être arrêter la présentation, s'il y a moyen. Oui. Mais là, par contre, je ne sais pas du tout. Ah, voilà. Écoute, voilà, un tout grand merci, Dimitri. C'est vraiment passionnant. Il y a un écho. Je peux te demander de couper le micro. Mais je vais le faire. Voilà, pour 2 minutes. Non, c'est vraiment très intéressant cette gradation en 7 stades. J'imagine qu'il y en a qui voudront ajouter des stades ou en retrancher certains, mais je trouve que ça montre très bien quand même évidemment toutes les limites de cette distinction un peu trop binaire entre droit public et droit privé. Et évidemment, on a un peu l'impression qu'il y a une évolution, une tendance lourde qui est que à la fois le stade 1 et le stade 7, selon une espèce de système de vases communicants, ont tendance à se vider de plus en plus au profit des stades intermédiaires qui se multiplient probablement aussi par rapport à ce qu'on aurait pu dire il y a un siècle sur le sujet. Je trouve intéressant aussi de voir que même un stade comme le stade 4, on imaginerait que l'État intervient un peu ou moins. Bien, les arrêtés Covid, qui sont quand même très invasifs en termes d'intervention de l'autorité publique, sont présents. Donc, même à un stade 4, on est encore potentiellement, en tout cas en cas de crise sanitaire, dans une autorité publique qui est très présente. Mais tout ça pourra faire l'objet d'un débat. Sans plus attendre, je donne la parole à Raphaël, qui aura certainement des choses à nous dire du point de vue du privatiste.
Merci beaucoup Jérémy, et je tiens à te remercier tout particulièrement pour m'avoir invité donc à cette réunion du séminaire d'études interjuridiques sur un thème difficile, et je vais essayer de relever le défi parce que je dois le dire d'emblée, d'une part je dois vous avouer que je ne suis pas un spécialiste du service public, loin s'en faut, et d'autre part l'exposé de Dimitri était extrêmement riche, voire bouillonnant d'idées, et donc je ne pourrais pas apporter une véritable réponse à ce que nous a dit Dimitri. Tout ce que je peux essayer de proposer, c'est quelques réflexions en lien avec ce qu'il a dit, et j'espère que ça permettra néanmoins de générer une discussion et comment dirais-je, oui, un débat. Est-ce que vous voyez mes slides comme c'est le cas? Oui, parfait, super. Alors, qu'est-ce que je vous propose? Eh bien, d'abord de repartir peut-être de ce que vous a proposé Dimitri. Donc, vous venez de l'entendre, donc je ne dois pas vous rafraîchir la mémoire. Il vous a proposé une gradation d'interventionnisme du droit public. En réalité, plus on descend, on va du 1 au 7 dans cette gradation, eh bien plus le droit public se montre interventionniste. Et j'ai relu à cette occasion avec beaucoup d'intérêt la contribution de Jérémy Van Merbeek dans le colloque sur la distinction entre droit public et droit privé qui avait été mené par Saint-Louis l'année passée, en 2019. Et j'essaie de lancer mon chronomètre en même temps pour ne pas dépasser le temps de parole, raison pour laquelle je joue avec mon GSM. Voilà. Ce qui m'avait frappé, notamment à la lecture de la contribution de Jérémy, c'était le fait de montrer que la distinction entre droit public et droit privé, au-delà de tout ce qu'on peut en dire sur le plan du droit positif, elle répond surtout à une division sociologique, une division académique, c'est-à-dire qu'il y a des publicistes et il y a des privatistes avant d'avoir un droit public et avant d'avoir un droit privé. Et on emploie parfois du coup ce vocabulaire d'intervention ou d'intrusion ou d'envahissement du public par le privé ou du privé vers le public. Et ce que je voulais examiner avec vous ici, c'est inverser un petit peu le point de vue. C'est la question de savoir si on prend une grille de lecture issue du droit privé, comment est-ce que le droit privé reçoit et perçoit cette intervention ou cette intrusion? Le terme intrusion est peut-être un peu trop connoté en termes axiologiques, mais en tout cas cette intervention du droit public sur son domaine naturel qui est celui de l'autonomie de la volonté. Et pour répondre à cette question, je voudrais vous proposer une hypothèse de travail. Et l'hypothèse de travail est la suivante, c'est l'idée que peut-être que les réflexions qui ont été développées sur la problématique de l'effet horizontal des droits fondamentaux pourraient se révéler fertiles de manière plus générale pour analyser cette intervention du public dans le domaine du privé, y compris en matière de service public. Alors vous pourriez dire, mais c'est très bizarre de parler d'effet horizontal des droits fondamentaux, ça n'a rien à voir. Quand on parle de service public, on serait dans le domaine de l'effet vertical puisqu'on parle de l'autorité. Mais justement, ce n'est pas si sûr qu'on est dans le domaine de l'effet vertical, puisque précisément, on vous l'a dit, le service public fonctionnel, c'est un service public qui est attribué à une personne morale de droit privé, en principe. Et donc, ça ne paraît pas complètement absurde de se demander si, véritablement, il n'y a pas des rapports qui se nouent entre personnes privées investies d'une mission de service public et les clients de ce service public, qui sont analogues aux rapports qui se nouent entre deux particuliers qui invoqueraient l'un contre l'autre des droits fondamentaux. C'est en tout cas l'hypothèse que je voudrais développer avec vous dans les slides qui suivent. Alors d'abord, un petit rappel, c'est quoi cette fameuse distinction entre effet direct et effet indirect des droits fondamentaux sur le plan horizontal? C'est une controverse classique en réalité en doctrine et en jurisprudence, et à la différence d'autres États comme par exemple le droit allemand, le droit belge n'a jamais pris clairement position. Je vous rappelle qu'on parle d'effet direct lorsqu'il y a une application immédiate du droit public, immédiate sans intermédiaire si vous voulez. Donc dans le domaine du droit privé, on appliquerait directement la règle publique. Pour vous donner une illustration parmi d'autres, on peut citer un arrêt de la Cour de cassation du 28 novembre 2014. Vous aviez un litige entre l'éditeur d'un magazine et une personne caricaturée. Et la personne caricaturée attaque l'éditeur en disant « vous commettez une faute parce que vous m'avez caricaturé de manière méchante et donc vous engagez votre responsabilité sur 1382 ». Et l'éditeur se défend en disant « mais pas du tout, j'ai une liberté d'expression ». Et donc j'invoque ma liberté d'expression, droit fondamental, pour l'opposer à un autre particulier, la personne caricaturée. Et la Cour de cassation a un raisonnement qu'on pourrait tout à fait retrouver sous la plume d'un arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme, parce qu'elle raisonne en pur droit public. Elle applique l'article 10, paragraphe 2 de la Convention européenne des droits de l'homme, et elle se demande est-ce qu'il y a un but légitime, est-ce qu'il y a une proportionnalité, etc.
Donc là, c'est une transposition totale du droit public dans le domaine du droit privé. Et on rencontre cela aussi, je suppose, dans le domaine des services publics, lorsque tout d'un coup, vous avez, alors Dimitri donnait l'exemple d'une réglementation qui fixe des tarifs de manière impérative ou obligatoire. En réalité, on applique directement une règle de droit public qui fait irruption comme ça dans le droit privé et qui va définir le prix, par exemple, dans le contrat ou d'autres paramètres. Ça, c'est ce qu'on appellerait une application immédiate du droit public. Mais on rencontre également très souvent des applications médiates du droit public, et y compris dans la jurisprudence de la Cour de cassation en matière de droits fondamentaux. L'idée de l'application médiate, c'est qu'on part des concepts du droit privé, mais on va les colorer par une dimension de droit public. Et ça va vous donner un certain nombre d'exemples. L'exemple du traitement du monopole est assez symptomatique parce que cette solution remonte au XIXe siècle sans doute, ou en tout cas en courant du XIXe siècle, début du XXe siècle, où il n'y avait peut-être pas une immixtion aussi grande du public dans la sphère privée à l'époque. Et comment est-ce qu'on a fait pour analyser l'hypothèse du monopole? Eh bien, on l'a analysé par une espèce de fiction de droit privé. On a dit tout simplement, et Dimitri l'a rappelé, que la personne qui est dans une situation monopolistique est considérée comme étant dans un état de pollicitation permanente. Donc, fictivement, avec un concept de droit privé, on va considérer qu'elle formule une offre en permanence de biens ou de services qui n'a plus qu'à être acceptée par son co-contractant. C'est en réalité un raisonnement de droit privé qui passe par une fiction, parce qu'évidemment, elle n'a pas nécessairement exprimé cette volonté d'offre, mais on traduit cette situation de monopole de droit public et toute la théorie des abus de position dominante et autres, on la traduit par un mécanisme de droit privé qui est celui de l'offre. Autre illustration, et ça va faire peut-être grincer les dents de Thierry Léonard, parce que je sais qu'il ne partage pas l'opinion de la Cour de cassation en la matière, mais vous connaissez cet arrêt de la Cour de cassation du 7 octobre 2011, qui analyse le refus de contracter sous l'angle de la théorie de l'abus de droit. Et qui, donc on a le refus de contracter qui fait partie de la liberté individuelle et de la liberté d'entreprise, si vous voulez. Mais la Cour de cassation va lui fixer des limites, non pas en appliquant un raisonnement de droit public qui serait celui du but légitime, celui de la proportionnalité, mais en appliquant la proportionnalité sous l'angle de la théorie de l'abus de droit. Et on va réintégrer ce concept de droit public dans un concept purement privatiste qui est celui de la théorie de l'abus de droit. Autre illustration, la Cour constitutionnelle, dans son fameux arrêt 17-2009 qui concerne la constitutionnalité des lois antidiscrimination, va considérer qu'une clause discriminatoire est en soi contraire à l'ordre public. Et donc ça, si vous voulez, la notion d'ordre public, il y a bien d'autres illustrations de ça, la notion d'ordre public peut servir de charnière avec une réglementation de droit public. Bien sûr, toutes les polices administratives générales ou spéciales dont a parlé Dimitri, mais aussi pour les droits fondamentaux, puisque la Cour constitutionnelle considère donc que le principe constitutionnel d'égalité peut être réintégré en droit privé par le biais de notions telles que l'ordre public, le bonnes mœurs, l'objet ou la cause. On peut songer aussi au principe d'exécution de bonne foi qui peut être coloré par le droit public ou la notion de faute. Si on viole une règle de droit public, ça pourrait être constitutif de faute. Et la liste des concepts de droit privé qui se prêtent à une réinterprétation publique est sans doute encore assez longue. Alors voilà pour le principe donc de ces deux voies qui sont ouvertes aux publicistes pour être accueillis par le privatiste, si je puis dire. Mais je voudrais maintenant apporter deux nuances. Parce qu'on pourrait croire que la controverse se limite à celle du choix entre effet direct et effet indirect, et qu'une fois qu'on aurait choisi entre ces deux voies, la messe serait dite, si je puis dire. Et en réalité, je dirais que ce n'est que le début des discussions. Pourquoi? Parce que deux nuances importantes doivent être formulées. La première nuance, c'est qu'il ne faut pas, à mon avis, et ça c'est peut-être plus rarement indiqué dans la doctrine récente en tout cas, il ne faut pas, à mon avis, se focaliser sur la question de savoir si l'effet direct est direct ou indirect, parce que cela occulte souvent la question du résultat concret et des critères mis en œuvre. Laissez-moi vous illustrer ça par deux exemples. Prenez l'arrêt de la Cour constitutionnelle du numéro 17-2009 dont je vous parlais il y a un instant. Formellement, elle fait un effet indirect, puisqu'elle dit si vous avez une violation du principe constitutionnel d'égalité, eh bien, à ce moment-là, il y a une cause illicite, un objet illicite, une violation de l'ordre public. Donc, on passe par des concepts de droit privé. Mais il n'empêche que la Cour constitutionnelle, dans cet arrêt, et également un autre arrêt relatif à la procédure de réorganisation judiciaire, qui a été fort critiqué, a appliqué de manière identique le principe de non-discrimination, avec les mêmes critères, donc de la même manière, dans les relations horizontales que dans les relations verticales. Et ça a été très fort critiqué parce qu'en réalité, je veux bien admettre que le principe d'égalité relève de l'ordre public, y compris dans les relations individuelles,
et y compris dans les relations horizontales, mais ça me paraît difficile de dire qu'on puisse transposer exactement le même critère. Et je vous donne un exemple tout bête. J'ai, mettons, un filleul ou une filleule, je veux leur faire un cadeau pour Noël. Je veux leur offrir un cadeau. Eh bien, si j'étais vraiment dans les relations de droit public, en tant qu'autorité publique, je ne peux pas faire un cadeau à un enfant A sans faire un cadeau à tous les enfants qui sont dans la même circonstance de fait ou de droit. Par contre, en tant que particulier, il est évident que je peux faire un cadeau à quelqu'un que j'aime bien et pas de cadeau à un inconnu ou à une inconnue. Et donc, mon problème n'est pas le fait qu'on fasse une application directe ou indirecte des droits fondamentaux ou de la loi d'égalité en l'espèce. Mon problème, c'est plutôt de savoir si on peut appliquer exactement les mêmes critères dans le domaine du droit public et dans le domaine du droit privé. Et c'est là où j'ai un doute. À l'inverse, quelquefois, on applique les mêmes critères, enfin, on applique formellement les mêmes critères, mais on aboutit à des résultats différents. Prenez par exemple les arrêts et il y en a de la Cour de cassation qui appliquent directement l'article 8 de la CEDH, donc le droit à la vie privée, dans les relations entre deux personnes privées. Il y a l'article 8 de la CEDH, mais il y a aussi l'article 22 de la Constitution. Si on se réfère directement à ces dispositions constitutionnelles ou supraconstitutionnelles, théoriquement, on a un effet direct. Mais il n'empêche que, vous savez que l'article 22 de la Constitution, pour admettre une restriction du droit à la vie privée, suppose l'existence d'une loi au sens formel, à la différence de l'article 8 de la CEDH. Or, par définition, entre deux particuliers, un particulier ne peut pas adopter une loi au sens formel vis-à-vis d'un autre particulier. Le résultat concret, c'est que même si on fait un effet direct en la matière, le résultat concret sera quand même différent dans les relations horizontales et dans les relations verticales. Et donc, du coup, on voit bien que ce critère de l'effet direct ou de l'effet indirect est une première grille d'analyse, mais n'épuise pas entièrement la question. La deuxième remarque que je voudrais formuler, et ça c'est peut-être encore plus difficile, ou en tout cas plus paradoxal ou surprenant, c'est que le droit privé a beau parfois reconnaître l'existence d'une prérogative issue du droit public, ce n'est pas pour autant qu'il la reconnaît inconditionnellement et qu'il n'attache pas à son exercice l'existence d'un prix à payer. Autrement dit, il ne reconnaît pas entièrement la prérogative. Laissez-moi vous illustrer ça par des exemples concrets. Le premier, qui est peut-être le plus controversé, mais je trouve qu'il est intéressant et j'en parlerai volontiers avec vous, on peut se demander dans quel cas l'exercice de la liberté de conscience, sans être fautif, n'implique pas nécessairement une interruption du lien causal. Et je vous donne un exemple classique en droit de la responsabilité. Je blesse dans un accident de voiture une personne. Et cette personne saigne légèrement, elle est amenée à l'hôpital, mais elle va très bien et on pourrait tout à fait la sauver. Mais, pas de chance, c'est un témoin de Jéhovah. C'est un témoin de Jéhovah qui refuse toute transfusion sanguine. Et à cause de ça, il meurt, alors que toute personne qui aurait accepté une transfusion sanguine ne mourrait pas. Alors le premier réflexe du privatiste, c'est de dire, attendez, il y a un problème ici, la victime doit, au nom de la bonne foi, prendre des mesures raisonnables pour limiter son dommage, sinon elle commet une faute et on va réduire son droit à la réparation. Oui, mais d'un autre côté, le témoin de Jéhovah a une liberté de conscience. Peut-on vraiment dire qu'il commet une faute en respectant sa religion jusqu'au bout et jusqu'à la mort? Je ne suis pas sûr que ce soit une faute au sens du droit privé. Mais d'un autre côté, est-ce que ça ne va pas trop loin de permettre, enfin plutôt d'imposer à l'auteur de la faute de réparer la mort comme dommage, alors que, objectivement, sa faute n'a causé qu'une blessure légère? Est-ce qu'il n'y a pas, ce faisant, une interruption du lien causal? On peut se poser, en tout cas, me semble-t-il, la question, et la question se pose en doctrine et en jurisprudence, et je pourrais vous donner d'autres exemples encore plus délicats sur le plan éthique, comme l'avortement, si vous le souhaitez. Alors, de manière peut-être moins controversée, ce qui est certain, c'est qu'en vertu du droit à la vie privée, on a un droit à l'image, et qu'une personne qui se fait filmer ou qui publie, ou dont on publie la photo, peut à tout moment révoquer son droit à l'image. Mais la doctrine est tout à fait claire sur le fait que si ce droit à l'image en intervalle a fait l'objet d'une exploitation commerciale et que je révoque l'usage de mon droit à l'image, eh bien, le titulaire du droit à l'image doit payer une indemnisation. Ici, à nouveau, c'est bizarre, parce que si j'exerce un droit qui sort du droit public, normalement, je ne commets pas de faute en exerçant ce droit. Mais malgré ça, je suis tenu à une indemnisation. Donc le droit privé permet au droit public d'intervenir, mais il le lui fait payer. Dernier exemple qui est tout à fait en lien avec le sujet de Dimitri, l'une des lois qui régit les services publics, c'est la loi de mutabilité. On nous dit l'intérêt général est une conception fluctuante et donc à tout moment les autorités peuvent changer de conception de l'intérêt général et elles peuvent donc résilier les contrats en cours ou modifier les contrats en cours. Mais, ajoute-t-on, si ce faisant on méconnaît les attentes légitimes du co-contractant, il faut indemniser. À nouveau, c'est très bizarre quand on y pense, parce que si c'est vraiment une prérogative du service public
pourquoi est-ce que ça donnerait lieu à une indemnisation? Alors des auteurs comme Patrick Goffo essaient de sauver la donne en disant mais en fait ce n'est pas une faute, mais néanmoins c'est au nom du principe de l'égalité devant les charges publiques qu'on va indemniser. Donc effectivement, peut-être qu'alors il y a une indemnisation qui est en équité, qui ne va pas aussi loin que la réparation intégrale, donc on peut nuancer le propos, mais on voit bien que ce n'est pas le droit public victorieux qui arrive dans le domaine du droit privé et qui balaye tout et qui s'impose. Non, le droit public doit payer un prix pour entrer sur les terres du droit privé. Et je trouve que ça nuance le propos et que c'est intéressant de garder ça à l'esprit. Alors, il me reste 1 minute et demie pour évoquer très très rapidement, et à nouveau on peut en parler plus en détail si vous le souhaitez pendant la discussion, quelques réflexions finales qui n'ont pas de lien avec ce qui précède, mais qui ont juste un peu envie de provoquer, en montrant que le droit public, qu'on présente souvent comme étant très dérogatoire au droit privé, ou en tout cas comme étant très spécifique, en réalité n'est peut-être pas si éloigné des solutions contemporaines de droit privé. Et permettez-moi de reprendre très brièvement les 3 grandes lois du service public. D'abord, la loi d'égalité. On la connaît en droit public, mais en droit privé, il y a toutes les législations anti-discrimination dont il faudrait parler. Et quel est leur champ d'application? C'est intéressant. Elle vise l'accès aux biens et un service à la disposition du public ou toutes les activités accessibles au public. Donc, si vous voulez, ici, le public reçoit une définition beaucoup plus large que celle de droit public, devient public tout ce qui, en fait, permet aux citoyens de se réunir dans l'espace public. Et donc là, on a un glissement et un élargissement très grand du domaine du public, ou alors une autre manière de le voir, c'est de dire que le privé, dès qu'il y a un lien avec l'espace public, en réalité adopte des solutions plus ou moins identiques à celles du droit public. Je vous ai dit également qu'il y avait un effet horizontal du principe constitutionnel d'égalité, je vous ai parlé de cet arrêt de la Cour constitutionnelle. Qu'en est-il de la loi de mutabilité? Eh bien donc, le service public peut changer à tout moment la conception d'intérêt général, mais il y a d'autres institutions de droit privé qui font penser à cela. De plus en plus, on admet une résiliation unilatérale du contrat, pour les contrats à durée indéterminée, pour le mandat, pour l'entreprise, mais également, et on pourrait en parler longuement, si on interprète largement la loi du 4 avril 2019 sur les clauses abusives dans les rapports B2B, il semble que les contrats à durée déterminée, ça n'existe plus vraiment, et que est abusif le fait de s'engager à durée déterminée sans possibilité raisonnable de résiliation. C'est en tout cas une lecture littérale, une interprétation littérale de la loi qui donnerait cette conséquence. Il y a également des hypothèses de part-time slicing qui se multiplient et qui permettent à une partie de modifier unilatéralement le contrat si elle l'estime utile ou nécessaire. Et en outre, il y a toutes les théories privatistes de la caducité par disparition de la cause, de l'imprévision, de l'abus de droit, alors qu'ils ne sont pas toutes reconnues avec le même bonheur, mais qui permettent en cas de changement de circonstances à une personne privée de réviser ou de faire réviser le contrat par le juge. Ça ressemble quand même fort à la loi de mutabilité, me semble-t-il. Enfin, pour ce qui est de la loi de continuité, alors, elle a des implications très très importantes en droit public, mais elle pourrait également avoir un certain parallèle en droit privé. D'abord, en vertu de la loi de la continuité, on considère que quand il y a un mandataire public dont le mandat a expiré, eh bien, il doit poursuivre son mandat. Cette solution, elle figure déjà dans le Code civil. Pas besoin d'une loi de droit public pour aboutir à ce résultat. Ensuite, j'évoque la question des procédures de réorganisation judiciaire qui visent à assurer une continuité de l'entreprise en difficulté et qui va empêcher en période de sursis la résiliation des contrats en cours. Là, c'est une continuité de l'activité de la personne de droit privé alors même qu'elle n'exerce aucun service public. Enfin, la manifestation la plus éclatante de la loi de continuité en droit administratif, c'est le pouvoir de l'administration de prendre des sanctions et des décisions unilatérales. Mais précisément, l'unilatéralisme a été largement étudié et son inflation en droit privé a été largement étudiée et serait encore renforcée dans le projet de réforme du Code civil, puisque la résolution unilatérale, le remplacement unilatéral seront consacrés. On pourrait discuter de tous ces phénomènes pendant longtemps, mais je vais m'arrêter ici parce que j'ai déjà dépassé de 2 minutes mon temps de parole. Je vous remercie de ne pas m'avoir interrompu et du coup, je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup Raphaël, c'était aussi passionnant. On aurait presque voulu t'entendre aussi 45 minutes sur toutes ces belles thématiques. Il y aurait 1000 choses à dire. Et je suis certain qu'il va y avoir des réactions. Je ne sais pas si Dimitri avait repéré l'intervention écrite de Pierre-Olivier Debroux, qui nous a quittés à 14 h parce qu'il doit assister à un comité de thèse. Et qui disait à Dimitri Ernaud, super le continuum que tu étends l'activité de droit public jusqu'à l'autonomie et la volonté, passionnante et stimulante construction, me stimule en particulier, etc. Plus ponctuellement, OSP pour la SRIB, dans ton exemple, tu parles tout de même d'un SPF. Je ne mesure pas parfaitement la convergence ou divergence entre les catégories.
peuvent-elles se recouper? Par ailleurs, quid des mesures, législation incitative? Rien d'obligatoire, mais possibilité de se soumettre à une législation qui peut être de différents niveaux dans tes catégories. OSP, pour l'interrogation. En tout cas, PA et législation sans administration. Voilà, je ne sais pas si Dimitri, tu veux répondre peut-être déjà à cette interpellation de Pierre-Olivier. Et ensuite, on donnera la parole évidemment au public. Il va sans dire que je provoquerai Pierre-Olivier en duel. Non, pas du tout. Juste pour répondre sur le cas de la SRIB, parce que je n'ai pas lu son message, donc en espérant ne pas trahir ce que tu en as retranscrit. Non, ce que je voulais dire avec le cas donc, de la mission déléguée qui nous a été imposée par la région pour faire des prêts à certains types d'entreprises du secteur HoReCa, dans la relation entre la région et la SRIB, il va sans dire que c'est une relation de service public fonctionnel, dans la mesure où la SRIB, a priori, c'est un acteur de marché, il a été conçu comme tel. Il se fait que la région en est le premier actionnaire, mais la SRIB n'est pas un service public organique comme tel. Mais quand elle reçoit l'obligation unilatérale de prester selon certaines conditions, c'est indubitablement un service public fonctionnel. Par contre, dans la relation contractuelle entre la SRIB et l'entreprise du secteur HoReCa, qui, le cas échéant, après analyse financière, se voit octroyer un prêt, nous devons effectivement appliquer un taux d'intérêt qui est obligatoirement fixé par l'autorité régionale, mais on n'est pas en situation d'obligation de contracter non plus. Il y a seulement certaines modalités de notre offre qui sont modélisées par l'autorité régionale, mais pour le reste, il n'y a pas de droit d'accès au prêt par l'entreprise HoReCa en tant que telle. Il faut qu'elle réponde à toutes les conditions qui sont mises dans l'arrêté d'une mission déléguée d'une part, et d'autre part, si nous arrivons après analyse que son plan de redressement financier et de remboursement dans les 4 à 5 ans à venir est complètement inviable, évidemment que nous ne procéderons pas au prêt. Donc c'est pour dire que ça c'était un cas effectivement à cheval entre le service public fonctionnel et l'obligation de service public à l'européenne. C'est pour ça que je suis revenu alors dans la foulée en disant que par contre, là, pour moi, on est clairement dans l'obligation de service public à l'européenne sans intervention d'un régime de service public. C'est tous les cas de contraintes tarifaires qui sont imposées à tous les acteurs d'un marché donné. Donc, par exemple, on sait que dans un secteur qui est quand même très surveillé, c'est celui de l'énergie, qu'il y a des obligations tarifaires pour assurer l'accessibilité sociale des prix de l'énergie qui sont imposés, et ainsi de suite. Pour moi, on n'est pas dans un régime de service public au sens commun du terme, mais par contre, on est bien dans un régime d'obligation de service public au sens du droit européen de la concurrence et du marché intérieur, dans les conditions qui ont été fixées par ce fameux arrêt Boupa de 2008 du tribunal de première instance, qui ne réduit pas l'obligation de service public uniquement au service universel des télécommunications, etc. etc. Mais ça, de toute façon, j'en reparlerai longuement avec Pierre-Olivier, ça va sans dire. Mais surtout pour rebondir sur l'essentiel de ce qu'a dit Raphaël, moi je suis en pleine convergence avec ta grille de lecture. Il se fait que c'est apparaître dans les grands arrêts du droit administratif qui ont été concoctés par le Centre de droit public, et on est tous en train de relire les épreuves, etc. Dans la redéfinition du service public en général que j'essaye de faire, c'est clair, Raphaël, je suis complètement en phase avec ce que tu dis sur l'importance qu'a prise le droit des droits fondamentaux pour obliger les États à organiser leur ordre juridique de manière telle que toute une série d'obligations soient remplies, pas simplement des obligations d'abstention de violation de tels droits, mais vraiment de réalisation concrète, et effective. Donc l'obligation positive de prestation, pour moi, je la définis effectivement au service public, elle ne se résume pas au service public, c'est clair et net, mais c'est néanmoins un des champs, un des terreaux vraiment où ça va pouvoir pousser avec beaucoup plus de vigueur encore que dans toute une autre série de matières juridiques. Je n'en veux pour preuve que les observations qui ont été rendues en 2017
par le Comité des droits économiques et sociaux de l'ONU. Donc dans le cadre de la définition de ce que doivent être les droits économiques et sociaux dans les relations avec les entreprises. Et donc là, on est vraiment dans un stade qui conjugue à la fois la verticalité, où il n'y a rien à faire, il faut qu'un ordre juridique supérieur, qu'il soit international ou interne, impose malgré tout à toute une série d'acteurs, en ce compris privés, toute une série d'obligations, mais où le comité s'intéresse aussi aux relations juridiques qui vont naître entre une entreprise et un bénéficiaire de droits économiques et sociaux. Et où le comité dit qu'il faut, pour être certain que les droits économiques et sociaux soient suffisamment développés, il faut que les États imposent des obligations de service public. Alors, le problème, c'est que quand le comité des droits économiques et sociaux emploie la locution obligation de service public, il comporte, je ne sais plus, 30 ou 40 experts qui sont venus de tous les systèmes juridiques possibles et imaginables de la planète. Donc, ce n'est pas simplement conjuguer droit belge, droit français et droit de l'Union européenne. Ici, c'est vraiment des représentants, enfin, des personnes formées à toute une série d'ordres juridiques. Mais néanmoins, le fait que même le droit très technique, malgré tout, des droits économiques et sociaux dans le cadre de l'ONU emploie aussi la locution obligation de service public, pour moi, est très parlant. Ça ne veut pas dire qu'on a la lumière absolue sur le plan conceptuel au bout du tunnel, loin s'en faut, mais je pense vraiment que c'est très intéressant. La même chose avec ce que tu dis sur l'effet horizontal des droits fondamentaux. C'est la poule et l'œuf. Est-ce que c'est le droit privé qui a débordé un peu sur le droit public? Est-ce que c'est le droit public qui s'impose dans des relations de droit privé? Encore une fois, je pense l'avoir mis dans mes slides, dans les slides que je vous avais adressés, j'aurais dû peut-être plus réinsister là-dessus. Pour moi, droit public, droit privé, en bout de course, tant que ça concourt à la réalisation effective de l'entièreté du catalogue des droits fondamentaux, moi je n'ai vraiment absolument aucun tabou, en la matière. Et la même chose pour toutes les illustrations que tu as données à la fin de ta réplique sur tous les contacts qui pourraient exister entre l'autonomie de la volonté et son encadrement par les principes généraux du droit civil et le futur livre 5 sur les obligations, que ce soit en matière d'égalité, de mutabilité, de continuité. Là aussi, je ne peux qu'être d'accord avec les constats que tu poses sur la convergence, mais parce que je pense que, alors là aussi, c'est peut-être un examen historique plus approfondi qu'il faudra que nous fassions tous dans nos domaines respectifs, mais qu'à partir du moment où la préoccupation de la protection de la partie faible au contrat est née, je pense qu'immanquablement, ça a amené à ce que le droit public, par définition, par la voie législative, s'incruste, selon certains, de plus en plus dans les relations privées, mais que c'est ça aussi qui, en grande partie, a fait en sorte que le droit privé n'était plus le droit par essence inégalitaire qu'il était quand le Code civil de 1804 a formulé le principe de l'autonomie de la volonté. Donc, je sais bien qu'à ce moment-là, c'était mythique, mais justement, j'ai consacré une partie de ma thèse aussi au moment de la retranscription du Code civil en droit belge. Oui, ça, le Code civil pour les capitaines d'industrie du 19e siècle en Belgique, c'est formidable, hein, c'est l'autonomie de la volonté à tous les étages, entre eux dans le rapport entre producteurs. C'est l'autonomie de la volonté qui s'impose jusqu'au moment où les rapports de force sociaux font en sorte qu'il y a enfin un embryon de droit du travail qui naît. Parce que sans ça, ben, c'était l'autonomie de la volonté qui s'appliquait dans les rapports de travail, en ce compris pour la fixation des salaires. Aujourd'hui, les salaires répondent quand même à des règles de protection, de fixation de salaire minimum par des conventions collectives et ainsi de suite, qui n'ont plus rien à voir avec je mets tous les guillemets de la planète évidemment, mais avec la pureté de l'autonomie, de la volonté simplement inter-individuelle au cours du 19e siècle. Donc oui, on a plein de choses, il y a tellement en commun. Je pense que le point commun, c'est le droit des droits fondamentaux. Le souci, c'est que nous avons un catalogue qui s'est considérablement étoffé, et c'est tant mieux, mais que tous les droits fondamentaux ne reçoivent pas le même degré de protection, d'attention, de développement que ce qu'ils méritent. Et que c'est pour ça que la convergence
nos angles d'études, je pense, est vraiment fondamentale. Et alors, juste une petite dernière chose sur ce que tu disais sur le principe de non-discrimination. Je suis relativement d'accord sur le fait qu'il y a certainement une différence d'intensité quant à la non-discrimination qui s'impose à une entreprise dans ses relations avec un client, avec un demandeur, etc. Parce que, et là c'est notamment Pierre-Olivier Debroux qui l'avait montré dans sa thèse, il y a déjà une différence de degré de toute façon entre le service public organique et le service public fonctionnel de ce point de vue-là. C'est-à-dire que le prestataire privé d'un service public fonctionnel, ça c'est clair et net, en tout cas il ne peut pas discriminer. Ça c'est sûr. Il ne pourra pas commencer à dire toi je te prends comme client, comme usager, toi je ne te prends pas, et ainsi de suite. Là, ce qui fait à la fois la grandeur et la servitude du service public organique tout au début ou tout à la fin de la chaîne, selon l'angle de vue, et en tout cas, si on le compare au service public fonctionnel, c'est que le service public organique, s'il y a bien un régime juridique où il est normal qu'il comporte une obligation de réalisation effective de l'égalité, donc pas simplement se limiter à la non-discrimination. Si ça n'est pas par le service public organique, je me demande vraiment par quel instrument juridique ça va pouvoir naître. Oui, de temps à autre, par l'économie du don et par le caritatif, mais ça s'organise à l'ensemble de l'échelle de la société. Et pour terminer ma contre-intervention, c'est pour dire, oui, il n'y a rien à faire, mais en matière de droits fondamentaux, il y a toujours un stade où pour qu'il soit effectif, il faudra qu'il y ait de la puissance publique. Quoi qu'on puisse en penser, moi aussi, le but est évidemment que chaque individu ait l'autonomie contractuelle la plus vaste et la plus générale possible. Mais nous savons tous que le droit se meut dans un monde sociologique réel où il faut s'assurer qu'il y ait égalité entre les parties. Et généralement, je ne suis pas un grand fan, surtout en matière de service public, de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, c'est le moins qu'on puisse dire. Mais là où je pense que malgré tout, elle a été relativement claire et beaucoup plus que n'importe quelle autre proclamation, même législative, c'est quand elle statue sur justement sur la partie faible qu'est le consommateur. Le consommateur n'a pas là le même degré d'information que le professionnel, que l'entreprise productrice de biens et de services. Il n'a pas le même pouvoir de négociation. Et donc, de ce point de vue-là, je pense aussi que le droit de la consommation fait partie de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Maintenant, il y a un article, certes très perfectible, mais enfin, sur le plan symbolique, ça n'est pas rien que la protection des droits consommateurs fasse partie de la charte des droits fondamentaux. Dimitri, je t'interromps parce que comme ça, on laisse encore la parole au public. Je crois que Thierry Léonard avait une réaction. Donc Thierry, tu peux activer en tout cas ton micro. Il y en a d'autres avant moi. Hein, c'est pas. Moi, j'avais merci d'ailleurs d'abord aux deux orateurs pour leur exposé respectif qui était vraiment très intéressant et très riche et à mon avis qui se complète assez bien. Moi, je vais réagir en privatiste d'abord aussi, comme Raphaël, évidemment, parce que tel est mon statut et c'est comme ça que je peux le faire. Bon, moi, je suis d'accord avec Raphaël, on peut s'aider certainement des notions et des concepts qui sont issus des droits de l'homme. Mais, j'ai deux doutes par rapport à l'approche. D'abord, est-ce qu'on retourne vraiment à l'essence du droit privé par cette approche, alors qu'en fait, on repart sur un outil d'imposition, en fait, des droits de l'homme qui ont été mis au point par le droit public pour s'insérer dans le droit privé. Et donc, pour moi, c'est pas un retour, c'est pas une approche par le droit privé, c'est simplement utiliser des instruments qui existent et qui sont peut-être à la source même de cette comment dire, entrée du droit public dans le droit privé. Et deuxièmement, ça c'est formellement, pour moi, il n'y a pas de révolution ici, mais ce qui m'ennuie plus, c'est que, et tu l'as très bien montré,
pour moi, les nuances mangent le principe. Hein. Parce que si tu enlèves des différentes conditions d'intervention du législateur selon la Convention européenne des droits de l'homme dans les droits fondamentaux, si tu admets que la loi ne se retrouve pas et que la proportionnalité non plus ne se retrouve pas toujours, et loin s'en faut, dans les rapports purs de droit privé, ben, qu'est-ce qui te reste? Et j'ai envie de dire, moi je suis, j'ai jamais été un fan d'ailleurs de l'idée et même de l'utilité de l'effet direct, parce que je pense que le droit privé a en lui-même les armes d'imposition de valeurs fondamentales, sans devoir chercher par des règles précises qui conditionnent l'imposition du droit de l'homme. Je pense moi à tous les paragraphes 2, évidemment, 10 paragraphes 2, 8 paragraphes 2, et qu'est-ce qu'on fait quand 2 paragraphes 2 s'opposent? Ah, là, évidemment, là, on est un peu ennuyé parce qu'ils ne sont pas faits pour ça. Et en fait, on retombe alors sur une autre approche, qui est peut-être l'approche qui vous lie, d'ailleurs, qui lie vos deux positions, et que moi j'aime bien, et que Dimitri en a un peu parlé, mais peut-être pas assez, c'est cette histoire d'équilibre, en fait. Parce que tant dans les droits de l'homme que dans ce que nous a dit en fait, le point commun, pour moi, il est là, il est la recherche d'équilibre et d'abord le constat de déséquilibre. Ce constat de déséquilibre qu'on trouve tant en droit privé, parce qu'on sait bien que cette égalité des libertés contractuelles est totalement illusoire, mais sur le marché, on sait bien aussi que l'égalité de la distribution de la liberté d'entreprendre, dont on lit d'ailleurs la liberté de contracter, est tout aussi illusoire. C'est pour ça que le droit de la concurrence est intervenu. C'est parce qu'il n'y a pas égalité des armes entre ces entreprises qui sont présentes sur le marché que le droit intervient. Alors, si on commence à faire des analogies, le droit intervient pour des inégalités sur le marché parce qu'il n'y a pas inégalité des armes. Il intervient en matière de droit privé parce qu'on sait bien que cette égalité contractuelle est purement illusoire. Et puis, et c'est là où ça devient vraiment intéressant pour moi, parce que je n'avais pas directement tilté. Et là, j'aimerais bien entendre Dimitri un peu plus. Et Dimitri nous dit, oui, mais enfin, ce qui justifie, ou j'ai mal compris, mais j'ai cru comprendre, ce qui justifie finalement l'intervention des pouvoirs publics, c'est également aussi, et j'aimerais savoir aussi si c'est dans tous les cas que cela peut se vérifier, c'est aussi pour rééquilibrer une situation qui ne l'était plus. Et tu parles de ce souci d'intervenir pour la partie faible, Dimitri. Et là, j'ai une question pour toi. Est-ce que l'on pourrait, en prenant un peu de hauteur, finalement, trouver dans cette justification, dans tes 7 niveaux, la justification de l'intervention des pouvoirs publics? Alors, peut-être dans l'ordre des interpellations de Thierry, Raphaël et puis Dimitri? Oui, on pourrait beaucoup en discuter, hein. En tout cas, je voudrais être bien compris. Moi, je n'étais pas du tout en train de dire que le droit privé devait résister au droit public. Ce n'était pas du tout ça l'idée. En fait, la notion d'effet indirect, elle a été inventée par le Bundesverfassungsgericht, dans son fameux arrêt Lüth de 1958, pour réintégrer les droits de l'homme dans l'appareil du droit privé, donc pour ne pas perturber trop le fonctionnement du droit privé, mais en même temps, et c'est quand même intimement lié, pour assurer l'effectivité des droits fondamentaux. Parce que ce n'est pas un hasard si c'est évidemment la Constitution allemande, après la Seconde Guerre mondiale, elle insiste sur le fait que les droits fondamentaux font partie de l'ordre juridique, ce sont des valeurs constitutionnelles, mais la question est de savoir comment est-ce qu'on intègre ces valeurs dans le droit privé. Et donc je crois que c'est important, enfin, d'ailleurs, ce n'est pas aux privatistes à se prononcer, c'est une question d'opportunité décidée par les législateurs. Quels sont les services publics qui sont importants pour l'intérêt général? Ce n'est pas aux privatistes à dire ce que c'est que l'intérêt général. Mais l'intérêt, c'est de se demander dans quelle mesure est-ce que cet intérêt général doit conceptuellement être réintégré, me semble-t-il, dans l'appareil. Vous n'êtes pas d'accord? Non. Mais là, je crois qu'on est d'accord avec Dimitri. Non, et sur le souci de la protection de la partie faible,
je vous ai parlé du droit du travail, qui d'abord est né en dehors de tout cadre législatif. Les premières conventions collectives ont été conclues alors qu'il n'y avait pas de droit législatif encadrant ce type de choses, parce que ça, c'est effectivement un souci d'équilibrage qui est né au sein des deux composantes de la société civile telle qu'elle pouvait exister au début du XXe siècle, à savoir d'un côté le patronat et de l'autre côté les syndicats, les travailleurs, quant au fait de savoir comment mieux protéger le travailleur, parce que le patronat s'est quand même rendu compte qu'effectivement, il y avait plus que des abus, et ces abus étaient structurels. Ce que j'ai oublié de rappeler, j'y insiste beaucoup dans ma thèse et ainsi de suite, c'est qu'il ne faut jamais oublier que si on prend le droit du 19e siècle, à la fois le public et le privé, les grands capitaines d'industrie sont aussi ceux qui gouvernent tout le système électoral. On est au temps du suffrage censitaire. On a une constitution qui réserve jusqu'en 1895 à uniquement 2% de la population le droit de vote. Donc c'est facile de dire que oui, mais le code civil permet d'assurer l'harmonie et l'équilibre dans toutes les relations, alors que par ailleurs, tout le droit public est forcément inégalitaire, vu qu'il n'y a pas de suffrage universel. Et donc, rappelons-nous aussi que le suffrage universel a été imposé en 1919 contre le texte même de la Constitution. La Constitution ne sera modifiée qu'en 1921, une fois que les premières élections au suffrage universel masculin. Donc, ne parlons même pas du problème du suffrage féminin. Et c'est une époque formidable de bouillonnement pour toutes nos branches cumulées. Moi, j'avais analysé en profondeur la pasinomie de 1919 pour vous montrer qu'on sort d'une crise plus que majeure, on sort d'une guerre, on va s'asseoir sur la Constitution pour le droit de vote, on va s'asseoir sur la Constitution aussi pour services publics organiques fondamentaux, les intercommunales. La constitutionnalisation de la possibilité de créer des intercommunales ne va naître qu'en 1921, alors que les intercommunales existent déjà, parce que les communes, et de quasiment toutes les configurations possibles, imaginables, arrivaient quasiment toutes au même constat purement sociologique, que si on voulait qu'il y ait de l'électricité et de l'eau qui soient distribuées pour l'ensemble de la population, l'ensemble de ce que l'on appellera les uns les usagers du service public, les autres les consommateurs, peu importe, les demandeurs d'un bien et de services, passait par le fait qu'il y ait une action économique publique. C'est le moment aussi où, ce qui pour moi est vraiment le premier texte de régulation au sens contemporain du terme, parce que le mot régulation est employé tellement dans tous les sens, le premier texte de régulation qui naît, c'est la loi de 1930 sur l'assurance vie, qui crée en même temps une espèce d'embryon d'office de contrôle des assurances, un embryon d'autorité administrative indépendante pour surveiller que les compagnies d'assurance ne grugent pas les assurés sur la vie. C'est un projet de loi qui a mis 10 ans à maturer et à passer tous les cas parlementaires. Il avait été déposé dès après la Première Guerre mondiale, et puis pour toute une série de raisons dont je ne me souviens plus, il n'a été adopté qu'en 1930. Et donc, globalement, toutes les préoccupations se sont entremêlées. Protéger les parties faibles, organiser le suffrage universel, élargir le catalogue des droits fondamentaux. Ça aussi, c'est une des choses sur lesquelles Pierre-Olivier de Broux revient en permanence, et il a amplement raison de le faire. Il ne faut jamais oublier que le code international qui protège des droits fondamentaux, c'est la Charte de l'Organisation internationale du travail en 1919. Avant ça, vous n'avez pas le moindre texte international. La Convention européenne des droits de l'homme n'existe même pas en tant qu'idée. Elle n'existe même pas en tant qu'idée sur laquelle des intellectuels, des juristes travailleraient, par exemple. Elle ne sort de terre qu'en 1950, là aussi, après une deuxième guerre mondiale, et ainsi de suite. La même chose pour la Charte sociale européenne qui n'est qu'en 1961. Mais il n'en demeure pas moins que la première protection de droits fondamentaux à l'échelle internationale, c'est 1919 aussi, Organisation internationale du travail. Et pour moi, ça fait un siècle que nous sommes appelés à devoir beaucoup plus nous parler entre spécialistes, techniciens de nos matières respectives. Ça n'y a rien à faire, nous sommes toujours un peu biaisés par ces analyses-là. Mais pour moi, les points de rencontre, encore une fois, je me permets de le répéter, mais c'est dès lors que nous sommes tous d'accord sur le fait qu'il faut malgré tout un minimum d'appareils de protection et de protection étatique
parce qu'il n'y a pas de droits fondamentaux sans un appareillage étatique de protection. C'est un peu ce que disait, cet article est vraiment merveilleux, hein, c'est ce que disaient Isabelle Haché et Hugues Dumont dans leur article sur la souveraineté qui est apparu, je crois, en 2017 dans la revue belge de droit constitutionnel, en disant que la souveraineté, on la part de tous les méfaits, et pas besoin de dire qu'effectivement, mal utilisée, c'est une catastrophe, la souveraineté, ça va sans dire, et à commencer pour l'autonomie des individus qui souffrent d'une mauvaise souveraineté, mais qu'en même temps, la souveraineté, aujourd'hui, et je crois qu'avec ce qu'on est en train de vivre, sur la sortie de crise Covid, qu'il va falloir réorganiser en même temps que tout le droit du changement climatique et ainsi de suite, c'est la dimension inclusive et positive de la souveraineté. À savoir qu'il n'y a rien à faire, il y a un moment où il faut une puissance publique, mais démocratiquement élue, démocratiquement contrôlée, qu'il faut dépoussiérer de A à Z, c'est clair, hein, il faut plus de mécanismes participatifs, tout ce qu'on veut, et ainsi de suite, c'est évident, mais que si on réenvisage la souveraineté en tant qu'instrument inclusif et de réalisation positive de choses qui, en tout état de cause, doivent être réalisées, et pour moi, encore une fois, que ce soit à un bout, par le service public organique, ou si c'est correctement rempli par l'autonomie de la volonté entre parties censément égales de l'autre côté, je n'ai aucun souci, je n'ai aucun tabou sur la question, mais il y a un stade où il faut, je pense, corriger le droit privé par du droit public, par des interventions législatives, et pour moi, que ce soit à l'échelle nationale belge ou à l'échelle du droit européen, par une directive, par un règlement, il n'y a rien à faire. Enfin, Thierry, tu sais bien hein, que le droit européen de la consommation, aujourd'hui, il remplit des codes entiers. Hein. Je ne parle même pas de ton RGPD tant aimé et ainsi de suite. Oui, je sais, je te taquine. C'est des règles, même si ça arrase un peu les frontières du droit public et du droit privé qu'on connaît dans nos facultés, dans nos traités, dans nos articles, dans les modes de pensée de certains juges et ainsi de suite. En droit national, il n'y a rien à faire, mais même si c'est à l'échelon européen, c'est quand même du droit de puissance publique. Hein. Surtout depuis qu'il est rendu un peu plus démocratique depuis le traité de Lisbonne et que le Parlement européen est amené à avoir plus son mot à dire dans les règlements et les directives que c'était le cas auparavant. Parce qu'avant, c'était avant tout le Conseil tout seul, hein. C'était uniquement l'intérêt étatique sans l'organisme législatif européen. Donc, je pense que les mouvements de convergence sont beaucoup plus nombreux que les divergences analytiques qui peuvent exister entre nous. Le tout est de savoir, et là, désolé, mais on revient à de la puissance publique pure, si on aura des budgets publics qui suivent pour redresser l'économie. C'est très bien d'avoir fait des aides pendant la crise Covid et ainsi de suite, mais ce qui compte aussi, c'est l'après. Et qui dit budget public dit forcément de la puissance publique, de la fiscalité plus ou moins égalitaire et ainsi de suite. Il n'y a rien à faire. Il faudra de la puissance publique pour rétablir les équilibres, pour rétablir les égalités entre parties dans certaines relations contractuelles. Je ne dis évidemment pas que, par définition, un contrat est quelque chose d'inégalitaire, je ne le dirai jamais, et ainsi de suite. Et donc voilà, je pense que tout est dans tout. L'avantage peut-être, si je puis me permettre de clôturer là-dessus, de ma proposition d'échelle de gradation, c'est que de toute façon, qu'on part du degré 1 pour arriver au degré 7, ou de degré 7 pour arriver au degré 1, de toute façon, tout ça s'inscrit dans un ensemble sociétal qu'il faut appréhender de manière globale, où je pense qu'on est tous d'accord pour dire que le but ultime, c'est l'autonomie individuelle. Et là-dessus, je me permettrai de renvoyer à ce qui devrait apparaître incessamment comme article d'Élise Dermine et de Daniel Dumont sur le droit du travail et le droit de la sécurité sociale comme étant les droits de l'autonomie de l'individu. Et la sécurité sociale, j'ai la faiblesse de penser malgré tout que sans intervention étatique, ça n'existe pas. Hein. Donc la sécurité sociale en tant que mécanisme obligatoire de perception de cotisation et puis de redistribution selon des besoins qui sont plus ou moins bien définis. Hein. Ça, on peut discuter à l'infini. Je pense que si ça n'était livré qu'à l'autonomie de la volonté, notre système hospitalier aurait éclaté depuis bien longtemps, tout simplement parce que certains hôpitaux auraient écrémé la demande
en disant, comme aux États-Unis, hein, ça aussi on n'en parle pas encore, mais il va falloir voir quel aura été le degré d'écrémage de la demande hospitalière. Parce qu'il n'y a pas de système coercitif, allez, j'emploie le mot pour terminer, je ne voulais pas, mais de coercition par réglementation publique pour s'assurer qu'on ait un système hospitalier qui continue à fonctionner et à ne pas éclater. Et c'est ça le drame de tous les arrêtés Covid. Hein, il n'existe que pour ça. Mais malgré tout, l'intérêt général qu'il y a là derrière, c'est bel et bien celui-là, c'est qu'on n'aurait pas de système hospitalier de soins de santé s'il n'y avait pas, quelque part, bridage de l'autonomie de la volonté individuelle. Oui, il y a certainement des hôpitaux qui fonctionneront très bien, qui seront merveilleux, s'ils ne fonctionnent que sur une base contractuelle. Je pense que s'il n'y a pas d'obligation de service public et des services publics fonctionnels et des services publics organiques qui existent, il n'y aura pas, par définition, d'égalité d'accès aux soins. Voilà. Bien, alors nous avons un publiciste qui dit que l'autonomie individuelle est l'enjeu principal, un privatiste qui nous explique que les lois du service public, en réalité, régissent aussi le droit privé Oui. à leur façon. Ça vaut vraiment la peine de mettre en dialogue des publicistes et privatistes pour voir en effet cette grosse zone grise qui sépare le droit public du droit privé et en effet tous des enjeux qui se rejoignent et qui se rencontrent. Voilà, écoutez, je vois qu'on a atteint vraiment on a dépassé le temps prévu pour la discussion, ce qui est toujours un bon signe, et c'est toujours compliqué d'être celui qui doit mettre un terme à un débat qui pourrait, à mon avis, se poursuivre pendant très longtemps. J'ai reçu un message d'Hugues Dumont qui me demandait de féliciter les deux intervenants pour leurs exposés, qui qualifient d'excellents, et je le rejoins évidemment. Tout à fait. Merci donc vraiment à tous les deux pour vos interventions. Merci aux participants. Le séminaire se poursuit au second semestre. Vous recevrez incessamment sous peu le programme des séances à venir, avec, on espère vraisemblablement, un colloque qui aurait lieu au mois de septembre pour terminer ce cycle sur droit privé et droit public, privé et public. Merci beaucoup. Bon après-midi à tous. Les amis. À bientôt. Et bonjour aux auditeurs, s'il y en a. Bon après-midi, au revoir. Au revoir. Bon après-midi.